Salutations, noble aventurier. Je me nomme Kerboran, humble conteur et raconteur d'histoires. Si tu me rencontres pour la première fois, je t'invite à regarder cette vidéo. Ça t'aidera à comprendre beaucoup de choses. Tu restes. C'est audacieux de ta part. Mais le seras-tu suffisamment pour pénétrer dans la forêt des fables? Ah, l'héroïque fantasy, l'héroïque fantasy, l'héroïque fantasy. En fait, c'est de l'abus de langage quand je dis ça. Quand on dit héroïque fantasy, on le pense en général, en englobant la totalité du concept. Mais c'est faux. Parce qu'en réalité, l'heroic fantasy, c'est un sous-genre, au même titre que l'anticipation pour la science-fiction ou la saga pour le merveilleux. Donc du coup, c'est quoi qu'il faut dire en réalité? Du coup, il faut dire fantasy. Et son équivalent anglais, fantasy. Ça peut paraître étrange, mais le journal officiel de la République française a donné une définition claire et précise pour le mot fantasy. Fantasy, genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes, les contes et la science-fiction. Merci, de rien. En clair, on prend une page dans un livre d'histoire, le Moyen-Âge par exemple. Et ensuite, on rajoute un petit peu tout ce que l'on veut, des sorciers, des bestioles, des épées magiques, et avec tout ça, ça suffit amplement pour dire que c'est de la fantaisie. Qu'en est-il pour l'Heroic Fantasy? Ah, là on commence à toucher du bois. En même temps, on est dans une forêt, donc du bois, il y en a. L'héroïque fantasy. La particularité de l'Heroic Fantasy se trouve principalement dans son scénario. Scénario qui pourrait être conçu de cette manière. Dans un monde médiéval rempli de trolls et de chevaliers, un gars tout à fait normal qui vit paisiblement dans sa petite ferme à compter les moutons va devenir le héros de notre histoire. Et pour ce faire, il devra être désigné comme étant l'élu d'une prophétie qui dit un truc du genre « Hey, tu sais quoi, tu vas refaire le portrait d'un gars qui veut plonger notre univers dans les ténèbres. Ouais, c'est pas des blagues. Et puis tu vas faire ça avec cette épée magique. » Et pour ce faire, notre héros devra enchaîner diverses épreuves aussi variées que possible, allant de l'affrontement du dragon des marais à une bagarre bourrée dans une taverne, tout en passant dans la forêt de l'oubli. Ah, le voyage. Notre héros aura la chance de voir des paysages magnifiques et envoûteurs. C'est justement ça qui détermine l'heroic fantasy et qui fait la différence avec tous les autres sous-genres. Car on dit bien, peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. Miyamoto, le mec qui a fait Zelda, il a bien compris le sujet. Si on regarde bien, c'est souvent l'histoire d'un gars qui va sauver une princesse des griffes d'un grand méchant. C'est sûr qu'on peut mieux faire, mais on joue pas à Zelda pour son scénario, mais pour le voyage qu'il nous offre. Tant de territoires à parcourir, tant de donjons à visiter, des montagnes à escalader, un désert à traverser. C'est ça qui est génial avec Zelda, comme avec l'épée de vérité, Stardust, ou même tous les livres dont vous êtes le héros. Gardez tout de même à l'esprit que chaque auteur peut apporter sa petite touche personnelle. Mais vous verrez rapidement que tout ceci n'est qu'un cliché du genre, un cliché au même titre que celui du français avec le béret et le vin, parce qu'en réalité, la fantaisie, c'est vaste. Très vaste. Et on commence gentil avec la Height Fantasy. Si l'heroic fantasy accompagne son héros par un ou deux potes, la Height Fantasy accompagne son héros par un bon petit groupe de véritables aventuriers, voire même une guilde tout entière. Un groupe généralement composé de personnages ayant chacun des capacités et un caractère unique, et donc pouvant apporter une aide bien propre. Mais le principal thème de la Height Fantasy reste la lutte du bien contre le mal, ce dernier finissant toujours par être vaincu, bien évidemment. Parfois, on l'appelle fantaisie épique pour ses grandes batailles et ses explosions de magie que certaines œuvres peuvent recéler. La plus grande référence est Le Seigneur des Anneaux. Mais il y en a d'autres comme La Roue du Temps, Le Cycle de Terre-Mère ou Corbeau de Patricia Briggs. Faisons quelque chose d'original avec la Sword and Sorcery. C'est avec l'écrivain Robert Irvin Howard que le premier véritable héros de fantasy fit le jour. Conan, le Cimérien. La référence principale en termes de Sword and Sorcery. On peut y voir un monde chaotique et barbare, où le manque de respect est corrigé par des duels sanglants.
il y a aussi de la romance. Mais c'est un monde où la magie est synonyme d'atrocité et de perversion. Les batailles ne seront pas les mêmes que ceux de l'héroïque ou de la high fantasy, car nos guerriers sont poussés par des désirs un peu plus personnels. Conan ne cherche rien d'autre que la gloire. Elric, de Meldibonnet, ne veut rien d'autre que d'être guéri de sa malédiction. Ah, j'oubliais. Tout le monde ou presque est un top modèle. Des exemples? The Deathstalker, Tigra, la glace et le feu, Krull, le cycle d'Elric. Toute cette barbarie, cette violence, c'est du pipi de chat comparé à la dark fantasy. Là où on était habitué à un univers plutôt amical et rempli de joyeux lurons bien sympas, on y découvre une réalité plus mature et plus violente. Là où on pensait qu'être gentil et compatissant était une belle leçon de vie, il est extrêmement difficile de survivre en étant sincère et loyal. Et qui plus est, il arrive de douter du principe même, du bien et du mal. Tous les personnages sont comme vous et moi, besoin de nourriture, de repos et d'amour, tristes de ne pas faire ce que l'on souhaite faire, impuissants face à certains problèmes. C'est ce genre de faiblesse qui sera mise à l'épreuve tout autant sur le plan physique que émotionnel. Mais cela ne s'arrête pas là, car bien évidemment, tout comme dans la vie réelle, les gens jugent tout le monde sur les actes et les vêtements. Le bestiaire, quant à lui, est tout aussi agressif. En plus des aspects horribles et cauchemardesques que peuvent avoir presque toutes les créatures, certaines plus roublardes vont venir jouer sur nos peurs, nos phobies, tout ce qui nous terrifie. Cependant, la dark fantasy décrit des histoires sur des personnages qui sont mauvais de base, que ce soit des vampires, des orques, des criminels ou autre chose de pas très sympa. On les décrit ayant des émotions et des motivations très similaires à ceux d'un humain classique. Au final, on ne peut éprouver que de la compassion envers eux. The Witcher, Game of Thrones, Berserk, l'épouvanteur. Si on partait sur quelque chose de plus joyeux, agréable, disons, de la light fantasy. On le nomme aussi fantasy burlesque, mais pour bien comprendre le sujet, on va arrêter d'être sérieux 2 minutes. Tous les trucs importants, la guerre, les meurtres, la violence. Et si on rendait ça un peu plus amusant, Et si on prenait un barbare, un puissant barbare bien musclé, jouant sur les mots, et Conan, the Barbarian, devient alors Conan, the Librarian. Mais ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le disque monde. Les histoires du disque monde se passent sur un monde plat en forme de disque, porté par 4 éléphants, eux-mêmes posés sur le dos d'une gigantesque tortue voguant dans l'espace. La question que tout le monde se pose, c'est bien sûr... C'est quoi le sexe de la tortue? Oui, bon, si vous appréciez pas ce genre d'humour, bah peu importe, c'est pas grave. N'oublions pas que l'humour peut avoir différentes formes et que l'une d'elles pourrait bien vous correspondre. Lord of the Ringard, le donjon d'Elbuck, votre majesté, Camelot. Reprenons notre sérieux et allons tout droit sur la fantaisie féerique. Aussi appelée fantaisie mythique ou alors fairy tale fantasy, elle ne cesse de rappeler au monde entier l'existence des elfes, des trolls et des licornes. Mais rien n'empêche aussi de rappeler l'histoire du petit chaperon rouge, de la petite sirène, de Cendrillon ou de toute autre créature présente dans les contes de fées. En fait, c'est un peu comme un conte de fées. Oui et non. D'accord, la fantaisie féerique reprend tout ce qui caractérise les légendes et les contes d'autrefois. Mais c'est revu au goût du jour, en réinventant de nouvelles histoires, en rajoutant du drame là où il n'y en avait pas. Et peu importe si ça semble pas très réaliste, on cherche pas le truc prise de tête, mais ce qui fait rêver, c'est justement cet aspect merveilleux qui est important. La fantaisie féerique, ce n'est pas prendre Blanche-Neige et les trolls et les mettre dans une histoire. Non. C'est de rappeler au monde entier qu'ils ont un jour existé. Le lutin magique, Arthur et les Mimois, la fille du roi des elfes, Labyrinthe. Arrêtons de déblatérer et voyons un peu la fantaisie animalière. Mais avant de partir là-dessus, il faut bien comprendre ce qu'est l'anthropomorphisme. Une créature anthropomorphe est un animal qui se comporte et qui parle comme un humain. Ça peut être un renard, un cochon, un chat, même un panda, n'importe quoi tant qu'on reconnaît bien l'animal. Ce choix est important car suivant l'animal choisi,
on n'aura pas la même perception du personnage. Le lion symbolise la noblesse, le renard incarne un personnage sournois, la souris sera quelqu'un de modeste. Dans la fantaisie en général, on peut en croiser quelques-uns comme le Khajiit et l'Argonien dans Skyrim, ou même un paquet de bestioles dans Donjons et Dragons. Mais ce n'est pas de la fantaisie animalière pour autant, car la règle principale est très simple. L'histoire se base sur des animaux anthropomorphes. Rouge Muraille, le roman de renard, le royaume de Gaol, de Cap et de Croc. Revenons sur le plancher des vaches et voyons un peu la Manners Fantasy. La Manners Fantasy est aussi appelée Fantasy of Manner ou Fantasy de mœurs. Vous ne verrez pas beaucoup de duels à l'épée ou même de grandes batailles épiques. Très peu de violence en fait, car la seule chose qui prime, c'est que toute l'action se passe dans une société. Société qui pourrait avoir une hiérarchie très stricte. Le héros devra alors trouver une certaine place. C'est l'aspect social qui sera au cœur de l'histoire et qui constitue la base de toute l'action. L'intrigue est complexe car il y a beaucoup de subtilités, de sous-textes et de sous-genres. Déguisements et échanges d'identité sont fréquents, tout comme les aventures amoureuses. Les intrigues politiques seront aussi de la partie car négocier un traité de paix, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas chose facile de résoudre un conflit entre deux nations dont les seules préoccupations est de trouver une bonne raison pour se foutre sur la gueule. Et ouais. Ce qui est particulier avec la Manners Fantasy, c'est que la société devient elle-même un personnage à part entière. Le cycle de Vala Taltos, Gloriana ou la reine inassouvie, Elfe. Voyons quelque chose de différent avec la fantasy urbaine. Ou alors Urban Fantasy. Vous souvenez-vous des récits fantastiques? Là, on va reprendre un peu le même concept, car oui, on va se baser sur notre réalité véritable de la vérité vraie. Dans un monde comme celui-là, loups-garous, spectres et autres créatures magiques vivent avec les humains. Des humains qui sont pas vraiment au courant que la magie existe et que Stevie de la Compta est en réalité un nécromancien. Les rares humains qui possèdent la capacité de reconnaître la magie et ces créatures étranges sont souvent des enfants ou des personnes un peu, on va dire, à part. Mais il existe un aspect de l'urban fantasy que beaucoup de gens répugnent. Je parle bien évidemment de la bitlite. Par définition, la bitlite concerne toutes les races avec des crocs, donc des vampires et des loups-garous. Pourquoi je dis que tout le monde déteste? À cause de ça. C'est pour ça que beaucoup de gens détestent la bitlite, à cause de ce film, alors qu'il n'y a absolument aucune raison de détester la bitlite pour si peu. Un exemple de bon film sur des vampires? Entretien avec un vampire. Et si vous connaissez pas trop le genre, c'est un très bon début. Cependant, l'urban fantasy, ainsi que la bitlite, méritent qu'on aille au-delà de tout cela. Au-delà de tout ce que l'on pourrait penser. Anita Blake, Vampire the Masquerade, Mission Nocturne, Fable. Prenons un livre d'histoire et plongeons-nous dans la fantaisie historique. Le concept est le même que celui de l'urban fantasy, sauf que toute l'action se passe dans le passé. Sur le plan historique, rien n'est modifié, c'est tout pareil. Sauf que des sorciers et des créatures magiques apparaissent pour aider ou désavantager les personnages. Je rappelle que tous les personnages, les lieux et les dates restent corrects sur le plan historique. Mais les livres d'histoire sont truffés de zones d'ombre, impossible de savoir ce qui s'est passé entre telle ou telle période. Si par contre, sur le plan historique, ce n'est pas correct, ça devient de l'Uchronie. Bref, un exemple de fantaisie historique. Le Lion de Macédoine, de David Gemmell. Le personnage principal, Parménion, est l'un des officiers de Philippe II de Macédoine, et par la suite d'Alexandre le Grand. Si on regarde les livres d'histoire, on ne sait pas grand-chose sur lui, donc on peut se permettre de lui inventer une histoire. Il y a beaucoup d'œuvres sur le même sujet comme 300, les légendes arthuriennes ou La pucelle et le démon. Assez divagué. Pour le moment, parlons de science-fantasy. Ceux qui hésitent encore entre la science-fiction et la fantasy vont être ravis, car oui, la particularité de la science-fantasy, c'est d'assembler ces deux genres, pour donner un tout nouvel aspect, une toute nouvelle façon d'imaginer un monde. Évidemment, dans un univers comme celui-là, la magie possède tout de même une certaine explication pour rester cohérente. Un très bon exemple avec Star Wars qui donne l'impression que... Oh, attends. Star Wars, je croyais que c'était juste de la science-fiction. C'est vrai. Mais pour quelqu'un qui connaît vraiment Star Wars,
c'est pas pareil. Outre le fait qu'il y ait des robots, des pistolets laser, des vaisseaux spatiaux, plein de planètes et des extraterrestres, il reste les chevaliers Jedi. Et ouais, les Jedi ont la capacité d'utiliser la force qui est due à une forme de vie microscopique présente dans tout l'univers. Les midi-chloriens. Et grâce aux midi-chloriens, un chevalier Jedi peut s'entraîner à soulever un objet par la pensée, utiliser la télépathie ou même bloquer un sabre laser à main nue. Mais n'imaginez pas que Star Wars est le seul à taper dans la catégorie. Il y a bien sûr Flash Gordon, les maîtres de l'univers, Warhammer 40 000, la romance de Ténébreuse. Terminons avec le plus compliqué de tous, la Low Fantasy. Imaginons deux mondes. Le premier étant le nôtre, le deuxième étant celui des elfes et des sorciers. Ceux qui habitent dans le premier ne savent pas que le deuxième monde existe, et inversement. Imaginons aussi que pour passer d'un monde à l'autre, ça demande beaucoup d'efforts. Genre beaucoup de magie, une relique des dieux, un objet hyper rare, ce genre de truc. Du coup, ce genre de voyage n'est pas à prendre à la légère car il y a un risque de ne plus pouvoir revenir à la maison. Et ouais, c'est ballot. Ça va peut-être être plus simple avec un exemple. Harry Potter. Dans l'univers d'Harry Potter, il y a notre monde et celui des sorciers. Pour changer de monde, Harry Potter prend un train magique qui l'amène directement à l'école des sorciers. Il est impossible de faire le voyage à pied parce que le monde des sorciers n'est pas lié physiquement au nôtre. Donc du coup, obligé de prendre un truc spécial pour faire l'aller-retour. Tout le concept de la Low Fantasy se base sur cette séparation des deux mondes. Je ne pense pas faire d'explications plus claires, donc, si ce sujet vous intéresse, voici d'autres exemples. Les Chroniques de Narnia, le 10e royaume, Once Upon a Time, l'histoire sans fin. Bien, je crois avoir tout dit. Il serait donc temps de faire une conclusion. Comme je l'ai dit, la fantasy, c'est vaste. Et c'est pour ça que c'est génial. Vivre dans un monde, certes fictif, mais rempli de choses incroyables comme des sorciers, des paysages fabuleux, des créatures aussi étranges qu'effrayantes, et j'en passe. Cela reste une passion comme une autre, au même titre que les échecs ou le foot. Et même si de nos jours, plus personne ne croit aux fées ou aux fantômes comme au Moyen-Âge, on aime toujours faire semblant d'y croire, au moins juste le temps de lire un livre ou de regarder un film. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, et si c'est le cas, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires tout ce qui peut vous sembler utile à partager. Et tu vas faire quoi pour la suite? La suite? Eh bien, pour la suite, je te propose de partir à la rencontre de tout un tas de créatures magiques et merveilleuses. Décrypter l'utilisation de la magie par les druides et autres lanceurs de sorts. Explorer le monde des vikings. Partir en quête de... Pas, on a compris, hein. Ok, mais avant de partir, une petite synthèse ne fera pas de mal. Je vous souhaite donc un agréable retour chez vous, et à la prochaine.